Je m'appelle Chloé. Du moins, est-ce le prénom que j'ai choisi pour ce récit. Le béton de Greek Row, à l'université de Washington, me semblait glacial, même à travers les semelles de mes Rangers usés. Il était tard, bien après 1h du matin, et l'air, chargé d'humidité, portait une odeur métallique et diffuse venue du Puget Sound, poussée par un vent mouillé. Mon logement étudiant était une annexe exiguë et légèrement décrépite d'une sororité à l'écart de la 17e avenue, un lieu imprégné de générations de vie étudiantes pressées, insomniaques, toujours à bout de souffle. Le bâtiment gémissait sans cesse. Son bois ancien se tassait et se déplaçait comme une bête inquiète, produisant une symphonie de craquements qui d'ordinaire m'apaisait étrangement. À l'intérieur, l'atmosphère restait perpétuellement humide, héritage du climat du nord-ouest Pacifique et d'une plomberie d'un autre âge. Chaque étage exhalait un mélange discret de poussière, de cire pour bois et des relents fantomatiques de pop-corn réchauffés au micro-ondes par d'anciennes résidentes. Ce n'était pas un dortoir immaculé, c'était une relique pleine de caractère, chargée du poids de nuits blanches innombrables et de soucis oubliés. Et ce soir-là, ce poids me paraissait plus lourd que jamais. J'étais penchée sur mon bureau, baignée par la lueur jaune maladive d'une vieille lampe de banquier. Un devoir sur le romantisme tardif devait être rendu dans 7 heures, et mon cerveau carburait péniblement à un café instantané tiède. Toute concentration m'avait abandonnée. Les phrases se dissolvaient devant mes yeux fatigués. Chaque relecture vidait un peu plus le texte de son sens, ne laissant que l'épuisement. Le silence de la maison était inhabituel. La plupart des nuits, on entendait au loin une musique sourde ou des éclats de rire étouffés provenant d'un groupe d'études nocturnes. Ce soir-là, seul le cliquetis régulier de mon clavier mécanique bon marché troublait le calme. Mais même ce bruit semblait trop fort, intrusif, dans l'immobilité lourde qui s'était abattue sur la maison comme une couverture épaisse. Je me frottais les yeux, exténuée, tandis que l'horloge numérique à côté de mon ordinateur affichait, cruelle, 2h38. Ma tête pulsait d'une douleur sourde et la caféine ne faisait que rendre mes mains fébriles. Je savais que je devais continuer, mais une lassitude profonde, presque magnétique, m'entraînait vers le sommeil, une force si intense qu'elle semblait physique. Mes paupières s'alourdissaient, attirées vers le bas par un poids écrasant et irrésistible. Je me résolus à une sieste de 15 minutes, un pari désespéré face à l'échéance imminente. Je repoussai ma chaise, le grincement de ses roulettes sur le parquet résonna comme un coup de feu dans le silence oppressant. Mon lit, une place adossée au mur, était envahi par un chaos de manuels et de feuilles griffonnées. Je dégageai un espace en jetant les livres au sol dans un bruit mat. Ils s'entassèrent en un petit monticule désordonné. Je ne pris même pas la peine de me changer. Je m'affalai sur le matelas mince et tirai la couverture de laine rêche jusqu'à mon menton. La dernière pensée cohérente qui me traversa l'esprit, la phrase d'ouverture de mon devoir, s'évanouit lorsqu'un froid soudain et violent me traversa. Ce n'était pas une simple baisse de température, c'était un froid intérieur, irradiant depuis mon centre, embrasant chaque terminaison nerveuse. Mes yeux s'ouvrirent brusquement. Je ne les avais fermés que depuis 1 minute à peine, mais la pièce semblait méconnaissable. La lumière jaune rassurante de ma lampe avait disparu, remplacée par une obscurité d'encre, suffocante, qui paraissait se refermer sur les murs, une noirceur à la fois visuelle et mentale. Les formes familières de mon bureau, de ma commode, de ma bibliothèque surchargée n'étaient là plus que des silhouettes indistinctes, monstrueuses. Je tentai de me redresser, d'allumer la lampe, mais mes muscles refusèrent d'obéir. Mes membres étaient lourds, soudés au lit. Une panique glacée me submergea. Je reconnus aussitôt l'état redouté, la paralysie du sommeil. Mon système nerveux m'avait trahi, emprisonnant ma conscience lucide dans un corps inutile. Je luttai intérieurement, ordonnant à mon corps de bouger, mais l'effort se brisait contre une chaîne invisible et incassable. Mon cœur se mit à battre, à tout rompre.
martelant ma cage thoracique avec une telle violence que je crus qu'il allait la traverser. Puis il y eut le bruit. Un raclement sourd et humide, comme quelque chose de lourd qu'on traînait sur le sol de béton, juste derrière ma porte close. Le frottement était atrocement distinct, suggérant une masse immense et un mouvement contre nature. Lent, délibéré, le son se rapprochait, avançant centimètre par centimètre avec une patience terrifiante. Ma gorge était nouée, sèche comme l'os. Chaque tentative de crier, ou même de murmurer, ne produisait qu'un râle étranglé, misérable, aussitôt étouffé par l'air épais. Les yeux écarquillés, je fixai la porte, dont le panneau creux semblait s'amincir, devenir presque translucide sous l'effet de la peur, comme si l'obscurité de l'autre côté brûlait la matière même. Le raclement s'arrêta, juste devant la porte. Le silence qui suivit était immense, saturé d'attente. Je sentais une présence au-delà du bois, une concentration froide et dense de terreur, semblable à une anomalie atmosphérique localisée. Ce n'était ni le vent ni la maison qui travaillaient, c'était vivant, focalisé, intelligent. Une ombre ténue, d'une noirceur impossible, commença à s'infiltrer sous la porte. Ce n'était pas une simple absence de lumière, mais un noir plus épais, plus visqueux, qui semblait absorber toute lueur. Elle s'étendit lentement sur le plancher, comme une tache rampante d'obscurité absolue, glissant vers le pied de mon lit avec une fluidité huileuse. Ma respiration se bloqua dans ma gorge, mes poumons brûlants d'air. La pression sur ma poitrine s'accentua, un poids écrasant, comme une main gigantesque et invisible m'empêchant de respirer. L'ombre atteignit le bord du lit et se redressa, se condensant en une forme. Pas une silhouette humaine, pas une figure, mais une colonne verticale de ténèbres pures, haute et terriblement immobile. Elle n'avait pas d'yeux, mais je sentais son attention, brûlante et intrusive, me dépouillant de toute illusion de sécurité, me laissant nue, disséquée. Le froid s'intensifia encore, un gel cinglant qui faisait souffrir mes dents et hérissait ma peau de frissons douloureux. Un bourdonnement grave et profond émana de l'ombre. Il vibrait à travers le matelas, à travers mon corps, résonnant au cœur de mon crâne. Ce n'était pas un son que l'on entendait, mais une vibration que l'on subissait, une fréquence de terreur primitive menaçant de fissurer ma raison. Sous ce grondement se glissait une distorsion gutturale, subliminale, comme 1000 chuchotements diffusés à l'envers, une vague de malveillance brute frappant mes tempes. La masse sombre sembla se pencher au-dessus de moi, s'étirant, s'amincissant, une tour d'obscurité absolue suspendue au-dessus de mon corps captif. Mon esprit hurlait dans un silence désespéré, mais mon corps restait une coquille rigide et inutile. J'étais condamnée à regarder, spectatrice impuissante de mon propre cauchemar. La pression sur ma poitrine devint insupportable. Des points noirs envahirent ma vision par manque d'oxygène. Les bords de ma perception se déchiraient, l'horreur devenant trop vaste pour être contenue. C'est alors que du coin de l'œil, je perçus un mouvement près du pied du lit, à la lisière de l'ombre menaçante. Un livre, mon exemplaire de Frankenstein, une édition ancienne à la reliure de toile épaisse, jeté négligemment au sol un peu plus tôt. Tandis que l'ombre planait, le livre se mit à vibrer, d'abord à peine, puis violemment. Les pages frémirent, le dos se cambra, se tordit d'une manière impossible, défiant la gravité et toute logique. Puis, dans un craquement sec et écœurant, le livre se souleva de quelques centimètres, tournoyant lentement dans l'air. Ce n'était ni une illusion, ni un jeu d'ombre. C'était un objet tangible, un fragment solide de ma réalité, manipulé par l'invisible. Ce fut le point de rupture. La réalité de l'ombre était terrifiante, mais le mouvement impossible du livre, un objet de mon monde, symbole de raison et de savoir, pulvérisa les derniers restes de rationalisation. L'implication même de ce dont j'étais témoin, cette violation des lois naturelles à quelques centimètres de mon visage, dépassait l'horreur de la paralysie elle-même. Ma panique ne vira pas à la folie, mais à une volonté animale et désespérée de survivre. La terreur devint un carburant.
je concentrais toute ma conscience, chaque fragment d'énergie prisonnière, sur un seul objectif frénétique, bouger. Mes muscles tressaillirent, violemment, douloureusement. Un doigt, un orteil, 1 millimètre dans mon cou. L'ombre pulsa, son bourdonnement s'intensifia, cherchant à réaffirmer son contrôle suffocant. Le livre suspendu tourna plus vite, les pages devenant floues, avant d'être projeté contre le mur dans un choc sourd, laissant une légère marque dans le plâtre sec. Je l'ignorais. Toute mon attention se fixa sur mon auriculaire. Je le forçai à se replier. L'effort était titanesque, une agonie muette. Un gémissement rauque s'échappa de mes lèvres. L'ombre sembla reculer légèrement. Son bourdonnement hésita, déstabilisé par le son, par la rupture de mon silence. La pression sur ma poitrine se relâcha, à peine. Je saisis cette infime ouverture. Je forçai mon bras à bouger, masse morte et pesante sur les draps. Lentement, atrocement, comme si je soulevais un rocher englouti dans la boue, je le traînais vers le bord du lit, là où reposait la lampe de bureau. L'interrupteur. C'était l'objectif. Mon salut. L'ombre perçut la lutte. Le bourdonnement monta en une stridence insupportable, comme des aiguilles raclant l'intérieur de mon cerveau. La pression revint, doublée, m'écrasant la poitrine. Mon souffle se coupa net, mes poumons se figèrent. Ma conscience vacilla au bord de l'abîme. Mais ma main, guidée par une urgence primitive qui dépassait toute peur, atteignit le métal froid de la lampe. Je me tordis, forçai mon poignet, griffai le bouton rotatif. L'air me manquait. Ma vision se rétracta en un point aveuglant. Clic. L'explosion instantanée de lumière, ce jaune chaud et maladif, frappa l'obscurité comme un coup physique. La forme sombre recula violemment, sans un bruit. Elle ne se dissipa pas. Elle se brisa, se fragmenta en 1000 éclats de néant aussitôt chassés par la lumière. La pression disparut. Le bourdonnement s'éteignit. L'air, soudain clair et frais, envahit mes poumons affamés dans une série de respirations profondes et tremblantes qui se muèrent en sanglots rauques. La paralysie céda entièrement. Je me redressai d'un bond, arrachai la couverture, le corps trempé de sueur froide. Je suffoquais, pleurais, ma gorge à vif. Je tombai hors du lit et reculai jusqu'à heurter le mur, les yeux fous, inspectant la pièce à la recherche du moindre vestige. La chambre baignait dans la lumière banale et constante de la lampe. Les livres et les notes jonchaient le sol. Frankenstein reposait contre le mur, légèrement incliné, et une petite marque était visible dans le plâtre, un infime témoignage matériel de l'impossible. La porte était close, intacte. Les seules preuves de l'horreur étaient le tremblement incontrôlable de mon corps, le martèlement affolé de mon cœur et la douleur sourde de mes muscles. Je restai là une éternité, plaqué contre le mur, à hyperventiler, les yeux fixés sur l'endroit vide où l'ombre s'était tenue. Finalement, je retournai à mon bureau en titubant et m'effondrai sur la chaise. Je n'éteignis pas la lumière, je n'essayais même pas de travailler. Je regardais simplement l'écran vide de mon ordinateur. 3h21, 4 minutes. 4 minutes avaient du contenu toute une vie de terreur. Le souvenir restait d'une netteté glaçante. Le raclement, l'ombre rampante, la paralysie, le livre défiant la réalité. Mais la peur, cette angoisse écrasante et totale, se retirait déjà, remplacée par une lucidité épuisée. C'était terminé. Le clic de la lampe avait tout balayé. Rien ne rôdait encore. C'était fini. Je restai éveillée jusqu'à l'aube, observant les ombres se dissoudre sous la lumière croissante. Lorsque le soleil se leva enfin, inondant la pièce d'or, je me sentis vidée, et pourtant étrangement en paix. Je savais qu'il s'agissait d'une paralysie du sommeil, une manifestation violente d'une parasomnie connue. Mais je savais aussi la réalité du froid, de la présence, de la malveillance. Je n'avais pas besoin de concilier les deux. J'avais besoin de contrôle. Les jours suivants, je me préparais. J'achetai une nouvelle lampe, moderne, à base tactile, que je plaçais juste à côté du lit. J'installai des ampoules connectées à commande vocale. J'étudiais le phénomène, la clinique, mais aussi le folklore, la vieille sorcière,
la mara, les silhouettes d'ombre. Je lus tout, non par peur, mais par nécessité farouche de comprendre. Articles médicaux, récits anciens d'incubes et de succubes. Je cherchais le dénominateur commun à cette impression de malveillance consciente. La paralysie revint 2 semaines plus tard. Le poids familier, le froid, l'immobilité absolue. Mais cette fois, il n'y eut pas de panique. Mon esprit était clair. Je sentis la présence entrer, le même glissement dans l'air. La forme se rassembla au pied du lit. Le bourdonnement reprit. Je ne luttais pas contre mon corps. Je luttais contre la peur. Je me concentrais sur ma voix, cette unique fonction autonome qu'il me restait. Pas un cri, un mot, une commande. Ma gorge était sèche. J'essayais une fois. Un son étouffé. La pression se resserra. J'essayais encore, y mettant toute ma volonté. Non, ce n'était ni fort ni assuré. Mais c'était clair. L'effet fut immédiat. La forme hésita, se déforma, comme frappée par une force intérieure. Le bourdonnement cessa, le froid disparut. La pression s'évanouit, la paralysie se brisa. Je me redressai, respirant calmement. La chambre était intacte. Je posai la main sur la lampe, chaude, réelle. La peur se dissipa. Elle ne revint pas cette nuit-là, ni la suivante, ni le mois d'après. Les épisodes devinrent rares, ternes, faciles à chasser. Le pouvoir de l'ombre venait de la peur que je lui offrais. Une fois compris, elle perdit toute emprise. Le mystère demeurait, mais la terreur s'était consumée. L'inconnu existait toujours, mais j'avais appris à lui fermer la porte. La nuit n'avait plus de pouvoir sur moi. J'avais trouvé la paix dans la lumière.